Merci d'être venu à cette table ronde de la revue L'Histoire. Nous sommes vraiment très très heureux d'être partenaires de ces premières rencontres d'histoire de Genève. C'est dur, hein. Le son pour moi est très... Sur les pacifistes. Laguerre, écrivait La Bruyère, a pour elle l'Antiquité. Elle a été dans tous les siècles. On l'a toujours vue remplir le monde de veuves et d'orphelins, épuiser les familles et faire périr les frères à une même bataille. Ce terrible constat, La Bruyère n'est pas le seul, évidemment, à le faire, hélas. Cependant, même si l'évidence semble s'imposer, il n'a pas été partagé par tous. Candeur ou illusion créatrice, il y a eu des hommes et des femmes, depuis assez longtemps peut-être, on va essayer de creuser la question, pour penser que la guerre, aussi présente soit-elle dans l'histoire des hommes depuis si longtemps, depuis le début, pourrait-on dire, que la guerre n'est pas forcément une fatalité, qu'on peut essayer de l'éviter, qu'on peut la faire reculer, et même, en allant plus loin et en voyant plus large, qu'on peut imaginer de construire un monde sans guerre. Alors ces hommes et ces femmes, l'histoire, non seulement depuis longtemps, mais même depuis un siècle, nous sommes encore dans les commémorations terribles du premier conflit mondial et même un peu dans celles qui ont suivi. L'histoire semble leur avoir donné complètement tort. Les pacifistes de la Belle Époque, on y viendra, ont fini dans les tranchées. Les pacifistes des années 30, pire encore peut-être dans le déshonneur, on en parlera. Alors, les pacifistes sont-ils au mieux des impuissants, au pire des idiots utiles? C'est la question qu'on voudrait aborder de façon... sans tabou, sans candeur. La paix, les pacifistes, au bout du compte, ont-ils un rôle historique? La paix est-elle un objet d'histoire quand la guerre en est un de façon si éclatante? Alors, nous avons fait le pari que oui. Nous avons consacré notre dossier de la revue L'Histoire ce mois-ci aux pacifistes et nous avons réuni cette table ronde pour mieux comprendre. Ah, mais merci Johan, je peux donc vous montrer ce numéro que vous pouvez trouver, si vous ne l'avez pas déjà vu, au stand de votre salon du livre. Et vous y retrouverez les auteurs qui sont ici, les historiens qui sont ici. Pour essayer de débrouiller cette affaire, nous avons donc 4 grands historiens et historiennes. Marie-Claire Houck de Marle, vous êtes professeure émérite à Paris 7 Denis Diderot et vous êtes une grande spécialiste des femmes écrivains et notamment dans le domaine germanique et notamment d'une figure de femme tout à fait exceptionnelle, Bertha von Suttner, à laquelle vous avez consacré récemment une belle biographie publiée aux presses universitaires de Septentrion. Christophe Prochasson, à l'extrême gauche, si je puis dire, directeur d'études à l'EHESS, mais aussi maintenant récemment recteur de l'Académie de Caen. En France, c'est quelque chose de très important, une responsabilité administrative, pédagogique très importante, mais en devenant recteur, on ne cesse pas d'être historien, vous allez nous le montrer. Vous avez consacré plusieurs livres à l'histoire de la République, notamment une histoire collective, une contre-histoire collective de la Troisième République, que je vous recommande. Et puis, tout seul, vous avez rédigé récemment une belle biographie de François Furet. Michel Vinocq, à l'extrême droite, mais ça ne préjuge de rien, professeur émérite à Sciences Po, un de nos meilleurs spécialistes aussi de l'histoire politique et intellectuelle de la France. Je ne vais pas citer tous vos livres, vous en avez peut-être certains aussi en accès au stand du Salon du Livre. Je citerai simplement le dernier, une biographie qui vient de paraître chez Gallimard, une biographie de François Mitterrand. Nous aurons peut-être l'occasion de parler un peu de François Mitterrand. Johan Chapoutot, je termine par vous pour mieux vous donner la parole très vite. Un des grands et un des meilleurs spécialistes, quoique très jeune, de
de l'Allemagne nazie et de l'hitlérisme, vous avez récemment publié un très beau livre, La loi du sang, également chez Gallimard, sur l'idéologie nazie. Mais vous n'êtes pas seulement spécialiste de l'Allemagne nazie, mais de l'Allemagne en général, et nous en parlerons aujourd'hui. Vous avez publié aussi un très joli Que sais-je que je recommande. Vous connaissez la petite collection Que sais-je qui a quelques joyaux, celui-là en est un, sur l'histoire de l'Allemagne contemporaine. Vous enseignez en effet depuis cette année à la Sorbonne Nouvelle l'Allemagne et pas seulement l'Allemagne nazie. Alors c'est donc vers vous, Johann Chapoutot, que je me tourne d'abord pour essayer de comprendre. Au fond, quand on dit pacifiste, on peut en avoir des représentations fort différentes en tête. Est-ce que c'est un objecteur de conscience qui se barricade pour ne pas partir? Est-ce que c'est un intellectuel? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est forcément une action collective? Est-ce que c'est... Donc, pacifiste, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a commencé, si je puis dire? D'où ça vient? Est-ce que c'est récent dans l'histoire? Même en essayant d'aller très vite, je vous demande de nous éclairer un peu sur ce point. Merci Valériana. Je vais partir de deux choses que vous avez dites. La première, c'est la citation de La Bruyère. La guerre, l'Antiquité pour elle, mais la paix aussi, l'Antiquité pour elle, on va y revenir. Et puis j'aimerais partir de l'intitulé que vous avez donné à votre dossier dans l'histoire, Les pacifistes, jusqu'où aller pour éviter la guerre. Il me semble que vous avez levé dans ce titre deux sous-entendus, deux implicites très lourds qui visent les pacifistes. Premièrement, jusqu'où aller, sous-entendu, ils vont peut-être parfois trop loin. Et deuxièmement, éviter la guerre. Autrement dit, le pacifisme serait une attitude essentiellement négative qui consiste à faire opposition à s'opposer à la guerre. Or, on constate dans l'histoire que, si on remonte à l'Antiquité par exemple, que les pacifistes sont des gens qui, même si le mot n'existe pas toujours, sont des gens qui ont une attitude positive, non pas seulement négative d'évitement et d'empêchement, mais développent une anthropologie positive. Une anthropologie et une politique positive. Ils ont une conception on va dire optimiste et positive, non seulement de l'homme, mais également de la cité, non seulement de l'homme, mais également du corps politique, voire au-delà du corps politique, de l'association des États, je pense notamment aux cités grecques. Alors, si on remonte avant l'Antiquité, on constate que les préhistoriens ont essentiellement montré que la guerre est un phénomène très, très ancien. L'anthropologie et la préhistoire le montrent bien. Si on va du côté de l'Antiquité, on se rend compte que la paix est un objet de réflexion. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est aussi un objet pour l'historien, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un objet de réflexion très présent. Et qu'à prendre la Grèce ancienne, pour exemple, au moment des guerres du Péloponnèse, au moment de cet affrontement notamment qui est perçu comme fratricide entre des cités-États grecs, parce qu'il dure longtemps, parce qu'il est très meurtrier, la réflexion sur la paix se développe chez les philosophes, mais également chez les mythographes et chez les auteurs de théâtre. Je prends par exemple Aristophane, avec deux pièces célèbres, Les Cavaliers et surtout Lysistrata. Lysistrata, qui veut dire en grec, c'est un prénom composé, qui veut dire celle qui dissout les armées. Hein. On retrouve la pyrolyse, enfin le substantif lyse dans ce nom, Lysistrata. C'est cette femme qui se révolte et qui enjoint ses compagnonnes dans la cité à faire la grève du commerce avec les hommes. Compagnonne, c'est joli. Hein. Voilà, compagnonne de route. Qui enjoint ses concitoyennes à faire la grève du commerce avec les hommes, donc la grève du lit, si vous voulez, jusqu'à ce que les Spartiates et les Athéniens se soient entendus sur la paix. Et alors, c'est un comédien, c'est Aristophane, c'est un auteur de comédie qui dit cela, mais il n'est pas le seul. Les mythographes dépeignent à cette époque, 6e siècle, 5e siècle, dépeignent un âge d'or de l'humanité qui est caractérisé par l'état de paix. Donc lorsque les Grecs réfléchissent à l'idéal, utopie et uchronie en même temps, puisque c'est un non-lieu et une non-période hein, que cet âge d'or, mais lorsqu'ils réfléchissent à l'idéal de ce que pourrait être l'humain et l'humanité, le commerce humain, ils dépeignent non pas un état de guerre, ça c'est l'âge de fer qui en est atteint, mais l'âge d'or, lui, est caractérisé par la paix. Et dans le panthéon grec, on se rend compte que les dieux qui incarnent l'activité guerrière, Hadès, mais pas seulement, sont des dieux négatifs, alors que ceux qui, au contraire, prônent l'intelligence et la paix sont des dieux et des déesses positifs et positives. Alors,
cette vision optimiste de l'homme, elle continue dans le travail qui est fait de l'héritage grec par le Moyen-Âge chrétien, avec évidemment l'impératif de la paix chrétienne, alors qui ne va pas sans mal, puisque à partir du moment où un État comme l'Empire romain est devenu chrétien au cours du IVe siècle, en plusieurs étapes, il a fallu que les chrétiens s'accommodent de la guerre, puisque désormais un État pleinement chrétien pouvait légitimement faire la guerre. Donc il y a eu une réflexion sur les notions de guerre juste, évidemment, qui s'est développée très tôt, cette réflexion-là. Mais cette réflexion sur la guerre juste, justement, délimite et circonscrit la guerre à des cas très précis, très limités, alors que l'idéal reste évidemment la paix, l'état de paix. Et cette réflexion sur la paix s'approfondit, et ça, vous aviez confié cette réflexion à Joël Cornette, moderniste, et à juste titre, puisque c'est à l'époque moderne, dans le sillage des guerres... Il y a quand même quelque chose qui change avec la guerre de 30 ans et à l'époque moderne. Absolument. Où il y a une véritable pensée de la paix qui apparaît en Occident, et pas seulement de la guerre juste. Voilà, et une pensée, on va dire, pour la première fois peut-être très fortement juridicisée. C'est en effet dans le sillage des guerres de religion et de la guerre de 30 ans, qui est également une guerre de religion en grande partie, que face au désastre que représente la guerre de 30 ans, il faut voir que pour l'Allemagne, la guerre de 30 ans, c'est l'équivalent de la peste noire pour l'Europe. C'est la moitié de la population allemande qui disparaît en 30 ans, en raison des combats, des maladies, de la famine, etc. À la suite de ce désastre absolu, culturel, humain, démographique, l'éradication de la ville de Magdebourg, par exemple, en 1631, il y a eu des excès abominables pendant cette guerre de 30 ans, et bien, des juristes se mettent à réfléchir à la paix. Alors, cela prend l'aspect d'une pratique, qui sont les 8 ans de négociations entre 1640 et 1648 à Münster et Osnabrück, premier grand congrès international de paix, fondateur d'une tradition qui se poursuit ensuite à Vienne, et ensuite de manière en 1815, et ensuite de manière un peu écornée à Versailles en 1918-1919. C'est donc une pratique du congrès international, de la paix, avec diplomates, juristes, etc. Mais c'est aussi une réflexion qu'on trouve chez Pufendorf, par exemple, dans les années 1660, 1670, peu après la guerre de 30 ans, comment penser et comment fonder un ordre international pacifique, fondé sur la paix. Et cette tradition-là est reprise, complétée et poussée à sa perfection par Kant, en 1795. Projet de paix perpétuelle pour l'Europe. Voilà, et pour le monde, à vrai dire. Oui. C'est ça qui est intéressant. Donc, le livre de Kant, qu'on traduit en français par Projet de paix perpétuelle, en français ou en suisse, ce livre de Kant s'appelle en allemand Zum ewigen Frieden, pour la paix perpétuelle, vers la paix perpétuelle. Et Kant dit, voilà, dans son introduction, il dit la paix, pour l'instant, ce n'est qu'un armistice. Kant écrit dans le contexte des guerres de la Révolution et de l'Empire. Ça fait 3 ans que l'Europe est en guerre, depuis 1795, donc depuis 1792. Et Kant remarque que dans l'histoire de l'humanité, la paix n'est qu'un armistice. C'est une suspension, étymologiquement, armistice veut dire suspension des armes. C'est une suspension des armes en attendant la prochaine guerre. Comment faire donc, en tant que philosophe et en tant que juriste, pour fonder une paix perpétuelle qui ne soit pas un simple armistice temporaire ? Et cela, il le pense pour l'Europe, mais il le pense également pour le monde. Parce que chez Kant, renaît une tradition, qui est une tradition de l'Antiquité, qui est celle du stoïcisme. Le stoïcisme qui considère que l'espèce humaine est caractérisée par la possession de la raison, et que cette espèce humaine peut, puisque en chaque être humain se trouve la même nature, la même essence, la raison donc, cette espèce humaine peut constituer une cosmopolis, ce que les stoïciens appelaient la cosmopolis ou la civitas universalis, c'est-à-dire la cité mondiale, la cité universelle. Et donc Kant reprend toute la tradition des penseurs du contrat social. Il n'y a pas que Rousseau, il y a également tous ces penseurs britanniques et français, suisses des 18e siècle, pour élever le contrat social, non plus seulement à l'interne, au droit interne, mais au droit international. Comment faire pour que les États constituent une cité mondiale ? Les individus se faisaient la guerre, ils ont constitué une cité. Eh bien, faisons la même chose avec les cités pour constituer la cité des cités, ce que certains commencent déjà à appeler une société des nations.
une société, des États, dès la fin du XVIIIe siècle. Cette idée sera reprise, mais Christophe Rochasson y reviendra. Mais donc on voit qu'il y a une très longue tradition et que, au fond, si on peut, dans le sens commun, si vous voulez, si l'implicite est de taxer les pacifistes de naïveté ou Kant n'est pas un naïf. Voilà, ou d'idiotisme un peu éberlué, on voit que des philosophes grecs, en passant par les stoïciens jusqu'à Kant, on a des juristes et des philosophes qui sont tous sauf des naïfs et qui ont vécu les drames de leur temps et qui ont quand même fait le pari, effectivement optimiste et positif, d'une anthropologie positive dont la paix constitue à la fois le principe et le fondement et non pas la guerre. Kant n'est pas un naïf, on veut bien vous l'accorder. En tout cas, il va être suivi, puisque le XIXe siècle, Christophe Rochasson apparaît tout de même comme le grand siècle des pacifistes. Ils sont nombreux, ça je ne sais pas, vous nous le direz, en tout cas, ils sont nombreux chez les intellectuels à avoir pensé que la paix qu'on pouvait la construire. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est les Lumières? Est-ce que c'est le XIXe siècle de l'industrie, les Saint-Simoniens, l'internationalisme? Bien, je vais répondre un peu plus peut-être largement, puisqu'on essaye d'éclairer un peu au fond ce que c'est que le pacifisme, ce que c'est qu'un pacifisme, et je vais répondre à votre question, chère Valérie. Je pense que pour répondre à cette question, pour ce qui concerne le XIXe siècle et le XXe siècle, Michel Vinocq relaiera ça tout à l'heure, il faut prendre en compte cette donnée fondamentale qui est la progressive démocratisation de nos société, c'est-à-dire que les idées, tout d'un coup, semblent, les idées laïques, sécularisées en tout cas, pénètrent le corps social comme elles ne l'avaient pas fait précédemment. Alors, pour essayer de répondre à cette question, je crois qu'on peut l'aborder de trois façons. Il y a d'abord ce qui relève des mots, il faudrait peut-être s'arrêter là-dessus, de l'histoire sociale des mots. Il y a ce qui relève des structures qui vont porter, organiser ce qu'on appelle le pacifisme. Et puis il y a une chronologie. La chronologie du pacifisme contemporain. Je vais essayer de décliner ces trois chapitres. Alors, sur les mots, d'abord. En langue française, en tout cas, mes compétences étant limitées, il faut bien remarquer que le mot pacifiste est tardivement employé. Très longtemps, au XIXe siècle, sur le long XIXe siècle, on utilisait davantage des mots comme pacifiant, ou pacifié, ou encore pacifique. Et ce n'est qu'en 1930 que le mot de pacifisme fait son entrée dans le grand dictionnaire de l'Académie française. Donc, vous voyez que c'est un mot qui ne va pas de soi et qui a donc une longue histoire qui mériterait évidemment d'être interrogée de façon plus détaillée. Voici donc pour les mots. Il y a, je le disais ensuite, la question des structures. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a d'abord, bien sûr, vous l'évoquiez, des individus. Et je pense qu'il faut faire une différence, je reviendrai dans la chronologie, entre les grandes figures, disons jusqu'aux années 1860, qui ont irradié et qui participent de ce qu'on pourrait appeler la mémoire du pacifisme. Je pense à Saint-Simon, vous y faisiez allusion, qui est non seulement ce socialiste pré-marxiste ou utopique, comme on le voudra, qui a décliné un certain nombre de thèmes de la modernité, dont celui des relations internationales et son grand rêve d'une Europe pacifiée. Mais il y a évidemment, comment ne pas la citer, la grande figure de Victor Hugo et son grand discours au Congrès de la paix de 1849 et un autre 20 ans plus tard en 1869. Bon, il y a donc toutes ces grandes figures qui, j'y insiste, fabriquent en général un certain nombre de poncifs aussi, cette mémoire du pacifisme. Et puis après cette période, dans les années, à partir des années 1860 et peut-être jusqu'à nos jours, se produit ce qu'on pourrait qualifier comme une politisation et une institutionnalisation du pacifisme au moment où s'accélère en quelque sorte la démocratisation de nos sociétés, en tout cas, si on veut nuancer, pour être plus précis, la massification des sociétés contemporaines européennes. Et c'est là où j'en viens donc à mon troisième volet, celui des institutions. Et en effet, on est frappé pour voir dans l'Europe entière, en tout cas celle que je connais, surgir à partir des années 1860, d'ailleurs en réalité en Angleterre dès les années 1830,
des associations, des structures, des esquisses de groupes politiques qui se définissent au travers du projet, appelons-le ainsi, pacifiste. Et là, peu à peu, donc, ces gens commencent à s'organiser afin de porter la parole pacifiste et de la rendre surtout efficace. Car on le voit, et c'est peut-être ce qui le frappe le plus sur l'histoire du pacifisme dans l'époque contemporaine, au fond, le pacifisme aussi, je dirais, entre une doctrine juridico-politique, et le droit a son importance, j'y reviendrai dans un instant. Donc, en effet, vous aviez raison, Valérie Hanin, ce ne sont pas forcément de doux rêveurs ou d'irréalistes ou d'idiots utiles. Hein. On aurait tort de ne les prendre qu'ainsi, même si certains ont pu l'être. Donc, une doctrine juridico-politique d'un côté, et de l'autre côté, et c'est plus intéressant, et peut-être jusqu'à nos jours nous pourrons y réfléchir, une véritable passion politique. Il y a des passions politiques, nous le savons, hein. La politique fonctionne sur cette dialectique qui allie les intérêts, les passions et les idées. Il y a donc dans le pacifisme aussi cette dimension passionnelle qui mérite d'être retenue. Et cette longue histoire, donc, je le disais, passe par la création de ces institutions. Alors, elles sont innombrables. Vous pouvez nous en citer une ou deux? Oui, alors justement, pour éviter de vous donner le sentiment d'énoncer tout un chapelet, je voudrais juste citer un cas qui me semble intéressant, parce qu'elles étaient tellement nombreuses, ces petites sociétés qui rassemblaient parfois quelques individus, qu'en 1891, on se mit d'accord sur la création d'un bureau international de la paix, qui avait précisément pour vocation d'articuler l'ensemble de ces associations, autant que faire se pouvait, autour d'une structure, attention, ne rêvons pas à une structure extraordinairement légère, hein, qui n'a rien à voir avec un parti politique d'après la guerre de 14, hein, mais enfin, une structure très légère, et d'ailleurs où les Suisses ont joué un rôle important dans ce Bureau international de la paix, puisque un des plus fameux secrétaires généraux de ce Bureau international de la paix s'appelle Élie Ducommun, et qu'il était helvétique. Il y a donc ce bureau qui donc articule le travail de ces différentes associations, et notamment aide ces associations à organiser de grands événements internationaux. Et j'en viens là à mon quatrième point de ces structures. On pourrait dire que le pacifisme, ce sont aussi des sociabilités, ce sont aussi des réseaux de relations, et notamment qui s'expriment à l'occasion de ces fameux congrès. Et là, je voudrais un tout petit peu insister sur ce point, parce qu'il n'y a pas de pacifisme sans pratique relationnelle, sans pratique sociale particulière, qui vont répondre à ce souci de pacifier les relations entre peuples et entre intellectuels de ces peuples. Et là, la meilleure façon de le faire, surtout à partir des années 1850, où se développe ce qu'on pourrait appeler la mode des congrès, de façon extraordinairement croissante d'ailleurs, fort bien étudiée par Anne Rasmussen, qui est la grande spécialiste de ces questions, eh bien, ces congrès ont aussi concerné les pacifistes. Et c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Évidemment, lorsqu'on est pacifiste, lorsqu'on souhaite non seulement établir un monde où la guerre est éliminée, mais lorsqu'on souhaite aussi qu'entre les hommes, les choses se passent mieux d'une certaine façon dans leur quotidien, un obstacle s'élève immédiatement, qui est la question de la langue. Comment communiquer entre pacifistes lorsqu'on est anglais, allemand, français, espagnol, italien, etc. Et il y a des débats absolument passionnants qui sont en cours d'étude d'ailleurs pour savoir comment régler ce problème au sein des associations pacifistes, quelle langue parler à partir de 1890. C'est une question d'ailleurs récurrente qu'on retrouve dans tous les congrès internationaux, en particulier les congrès de philosophie, mais ça nous en conduirait trop tard. Alors, on y répond de façon différente. On y répond d'abord en imposant parfois une langue. Et dans cette époque
j'allais dire bénie, ce serait un peu cocorico, mais enfin une époque facile pour les francophones, le français, jusqu'à la guerre de 14 à peu près, l'emporte encore sur l'anglais et largement sur l'allemand. Il y a l'italien qui commence à faire une petite percée, mais enfin, le français est la langue des pacifistes. Le français est la langue des pacifistes, et cette chose mérite d'être signalée. La deuxième façon de répondre à ces questions a été tout simplement, entre 1880 et 1914, encore que ce n'est pas simple du tout. Oui, je finis, excusez-moi. Je finis juste sur ce point, qui est la création de langues artificielles. Alors, tout le monde connaît l'espéranto, qui a été, bien sûr, la langue la plus connue, et qui est le support de toute une idéologie pacifiste. L'espéranto, ce n'est pas simplement une technique linguistique, si j'ose dire, une langue particulière, pour être plus précis. C'est aussi un projet politique, d'une certaine façon, pacifiste. Mais derrière l'espéranto, il y en a eu bien d'autres. Il y en a eu 116 pour être très précis, jusqu'en 1914, dont le fameux Volapük, cher au général de Gaulle, auquel il avait fait allusion dans un discours célèbre. Moi, mon préféré, c'est l'Ido. L'Ido, qui est une langue bien oubliée, qui a été véritablement inventée par un grand logicien français, Louis Couturat, et qui, évidemment, a eu encore moins de succès que l'espéranto, pour ne pas parler du Spokil aussi, qui est pas mal non plus dans le genre. Enfin, il y en a 116, je ne vais pas vous les énoncer. Mais toutes ces langues sont prises en charge par des pacifistes. Et puis alors donc, ces hommes, un mot là-dessus, ces hommes un peu gris, un peu ternes, Valérie Henin me reproche de ne pas les aimer suffisamment, qui sont souvent de grands savants, de grandes figures politiques. Je pense à Frédéric Passy, qui a été prix Nobel en 1900. Léon Bourgeois, qui sera le premier patron de la SDN après la Première Guerre mondiale. Ces grandes figures qui ont moins marqué l'histoire politique que d'autres. J'arrête là parce que je voulais parler de la chronologie, mais je laisse tomber. On reviendra sur la chronologie et sur les événements qui sont si durs quelquefois pour les pacifistes, parce que nous allons continuer un peu d'en faire le portrait. Et après ces hommes qui ne sont pas toujours si gris, qui sont, vous l'avez compris, parfois de grands intellectuels, en tout cas certainement loin d'être de simples naïfs, il y a des femmes, il y a quelques femmes, il y en a une, en tout cas, dont vous allez nous parler, Marie-Claire Houck de Marle, Bertha von Suttner. Comment devient-on pacifiste quand on est une aristocrate autrichienne qui est promise notamment à un tout autre destin? Peut-être que c'est ce micro-là. Oui. Ah, d'accord, pardon. Comment devient-on une pacifiste? Voilà quelle était la question. Je ferai d'abord un petit rappel sémantique sur le terme même de pacifisme, mais c'est pour répondre à votre question, en fait. Puisque le terme de pacifisme est usuel à partir du milieu du XIXe siècle, quand même relativement tardivement. Pardon. Puisque c'est le moment où naissent les grands organismes qui viennent d'être évoqués, les grands congrès, etc. Ce qui était courant depuis très longtemps, depuis pratiquement le milieu, les années 1550, j'ai été chercher dans le dictionnaire bien entendu, comme substantif, c'est le terme de pacifique. Et d'ailleurs, Bertha von Suttner utilisera ce terme jusqu'au tournant du siècle par la suite. Et le terme pacifiste apparaît comme substantif, en fait, en 1901. C'est un Belge, dans un article, Émile Arnaud, qui a inventé, en quelque sorte, en tout cas fixé ce terme. Alors, si je fais ce petit rappel sémantique, c'est parce que toujours dans ce dictionnaire culturel de la langue française de notre cher Alain Ray, est marqué derrière le terme pacifiste, entre parenthèses, terme rarement au féminin, ce qui quand même est révélateur. Alors, comment devient-on pacifiste? Une pacifiste. D'ailleurs, l'ordinateur se refuse. Quand on met un titre avec une pacifiste, il souligne. Donc, on ne naît pas, pour reprendre la formule célèbre, on ne naît pas pacifiste, on le devient, et c'est ce que démontre véritablement le parcours de Bertha von Suttner.
qui est un parcours qui se situe dans un moment, parce qu'on devient pacifiste lorsqu'il y a conjonction d'un moment, le moment à la Rosan-Vallon, et d'un parcours et d'un caractère féminin assez fort. Donc, le cas de Bertha von Suttner, Valérie, vous l'avez dit à l'instant, elle est d'origine aristocratique, elle fait partie d'une famille de haute noblesse de Bohême, elle vit donc dans l'Autriche du milieu du XIXe siècle, et surtout dans la Vienne fin de 19e, qui est une Vienne extrêmement militariste et antisémite. Elle aura d'ailleurs une action très forte dans ce domaine, mais ça, je ne l'évoquerai pas ici. Elle a, vous l'avez... Contre l'antisémitisme. Bien entendu, contre l'antisémitisme. Elle a une éducation à minima, peut-on dire, mais par contre, elle se fait une sorte d'auto-éducation par la lecture, et je reviendrai justement sur ces lectures parce que c'est important pour la suite. Et elle a une adolescence jusqu'à ses 30 ans à peu près, cosmopolite comme on l'était à cette époque, c'est-à-dire cosmopolite de ce que Stefan Zweig a appelé le monde d'hier, allant de villégiature, de ville d'eau en ville d'eau, de capitale en capitale. Et si je souligne ce point, c'est parce qu'elle y puise à la fois la notion de réseau, parce qu'elle se fait en quelque sorte un réseau qui va devenir très important, et un réseau qui est étalé en quelque sorte sur l'ensemble de l'Europe. Donc elle a là une structure qu'elle va transformer, assimiler en quelque sorte à son usage de pacifiste par la suite, mais je pense que c'est là qu'elle puise véritablement cette notion de réseau et d'organisation en réseau. Donc, très rapidement, elle va faire 2 expériences qui vont changer son parcours du tout au tout. La première, c'est que pour des raisons diverses, elle est obligée de gagner sa vie. Elle devient, de manière assez rocambolesque d'ailleurs, secrétaire d'Alfred Nobel, tout à fait par hasard. Alfred Nobel, donc, le roi de la dynamite. Elle va avoir énormément de conversations avec lui et de plus ensuite une correspondance absolument passionnante. Et elle est à l'origine du prix Nobel de la paix. Voilà, mais surtout, c'est le roi de la dynamite qui va l'orienter vers le pacifisme. Premier paradoxe. Mais c'est un paradoxe. Par exemple, au cours de ces conversations qui ont lieu dans le milieu des années 1870, Nobel va lui présenter sa théorie de l'équilibre de la terreur. Il lui dit, bon, maintenant j'ai envie d'inventer une arme encore plus effroyable, comme ça il n'y aura pas de déclenchement de guerre. Donc elle prend conscience de ce que sont les armes, l'armement, etc. La seconde expérience qu'elle fait, c'est elle va s'exiler pour des raisons aussi très rocambolesques pendant 9 ans en Géorgie, dans le Caucase. Or, c'est le moment où il y a un conflit très violent qui impacte d'ailleurs la population civile entre les Russes et les Turcs. Elle va donc faire l'expérience directe, et dira c'est une expérience fondamentale, de la guerre. Alors que adolescente aristocrate, tout ce qui relevait de la guerre, c'était évidemment tabou. On était encore dans la théorie dans la formule de Clausewitz, la guerre, c'est une continuation de la politique, et donc les femmes en étaient totalement exclues. Alors ces 2 expériences, elle revient en Europe avec un autre regard. Le fait d'avoir été à l'écart, en marge en quelque sorte de l'Europe, d'y avoir fait cette expérience de la guerre, va lui faire jeter un regard tout à fait différent sur l'Europe, dont elle dénonce à son retour les 3 mots, M-A-U-X, c'est-à-dire le militarisme. Elle pense à Vienne. Le nationalisme, elle pense à Paris, parce qu'elle a beaucoup fréquenté le salon de Juliette Lambert pendant très longtemps. Et l'impérialisme, elle pense bien sûr à Berlin, le Berlin de Guillaume II, qui commence à partir des années 90. Et c'est à ce moment-là qu'elle publie
sous son nom, alors que jusque-là elle avait publié de manière anonyme, un roman qui va devenir le best-seller de la fin du XIXe siècle et qui, je vous l'indique entre parenthèses, a fait l'objet d'un e-book en 2007, ce qui prouve quand même qu'il y a une pérennité en quelque sorte de ce roman. C'est « Bas les armes », « Die Waffen nieder », dont Tolstoï dira d'ailleurs l'abolition de l'esclavage a été le fait de la case de l'oncle de Madame Storov. Dieu fasse que l'abolition de la guerre le fût par le vôtre. Donc, il reconnaît l'importance de ce roman antimilitariste qui est, bien entendu, le premier roman antimilitariste provenant de la plume d'une femme, d'une part, et d'autre part, quand on recherche un peu, il n'y a pas de littérature antimilitariste. Le premier roman antimilitariste tout court. Tout court, oui. On pourrait remonter à Simplicius Simplicissimus, par exemple, au moment de la paix de Westphalie. Il y a des exemples, mais c'est un homme, c'est très lointain, et bon, je ne vais pas faire l'histoire des romans antimilitaristes, mais c'est extrêmement compliqué. Ça ne viendra pas tout de suite non plus. Or, celui-là a un écho tout à fait extraordinaire. Et à partir de là, elle va s'engager jusqu'à la fin de sa vie dans ce qu'elle appelle la cause, c'est-à-dire pour la paix. D'abord par l'écriture, elle nomme désormais ses travaux elle-même travaux de propagande, en opposition à ses travaux littéraires. Elle va mettre en place ou aider à mettre en place des organismes et des instances du pacifisme qui ne s'appellent pas encore pacifisme, mais qui en a le contenu, bien entendu. Par exemple, c'est elle qui va inciter à créer le fameux BIP, le Bureau international de la paix, dont elle est d'ailleurs vice-présidente puis présidente d'honneur jusqu'à la fin de sa vie. C'est elle qui crée les sociétés pour la paix, que ce soit en Autriche ou à Berlin ou à Budapest, et j'en passe. Et c'est elle, bien sûr, qui... alors je passe à je mentionne ce qui, évidemment, est un petit peu le côté exceptionnel de son action. C'est elle qui arrache littéralement à Alfred Nobel l'idée de fonder un prix Nobel pour la paix. La correspondance en fait foi, Nobel le dit lui-même, et d'ailleurs il lui fait une première proposition et elle lui demande de réviser sa copie, ce qu'il fait d'ailleurs parce qu'elle trouve qu'il ne va pas assez loin. Donc, et puis évidemment c'est un prix Nobel absolument sur mesure, puisque... Elle va l'obtenir elle-même. Elle l'obtiendra, mais dans le texte même de ce prix Nobel, elle prend soin que Nobel écrive « ce prix ira à la personne ». Donc, il ou là, elle le souligne. Or, elle aura ce prix Nobel, il était fait pour elle, mais elle devra attendre 8 ans, et pour des raisons extrêmement... non fondée, on la fera attendre tout ce temps, ce qui montre que la misogynie est aussi dans ces parages. 8 ans, il y a des délais parfois plus longs pour en venir oui, à bon, enfin, là c'était un cas quand même particulier, puisque c'était fait sur mesure. Alors, est-ce que je peux dire encore deux mots parce que deux sinon, mots sur les bases même de son engagement, parce que ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit, sur les bases même de son engagement pacifiste. Vous l'avez compris, elle n'était pas destinée, elle est devenue pacifiste, mais elle n'était pas véritablement partie pour être pacifiste au départ. Ce qui a joué un rôle important, c'est un fond d'humanisme, de cosmopolitisme. Bon, il est mondain au départ, mais revisité par ses lectures. Alors, ses lectures, c'est Kant, évidemment, Kant et son droit cosmopolitique, qu'elle lit, qu'elle relit, qu'elle cite dans ses ouvrages. Il y a des passages entiers qui sont recopiés dans les ouvrages. C'est aussi parce qu'à ce cosmopolitisme, à la Kant, elle ajoute la théorie de l'évolution, à laquelle elle tient, qu'elle a puisé dans la lecture de Thomas Buckle, qui est écrivain anglais du milieu du XIXe siècle, et elle développe donc un pacifisme qu'on peut dire juridique, parce qu'il repose
juridique à sa manière un peu, mais enfin, il repose sur le principe de paix perpétuelle et sur ce qu'on appelle le Völkerrecht, qui vient aussi de Grotius, qu'elle cite d'ailleurs, évidemment. Elle est héritière directement, c'est ce mélange qui est intéressant, elle était héritière de Victor Hugo et de ses discours flamboyants, de Mazzini, qu'elle cite aussi, qui avait écrit un certain nombre de choses sur justement un pacifisme européen. Et elle, évidemment, son pacifisme repose sur une foi dans le progrès de l'humanité qu'on lui reprochera comme étant trop lénifiant, trop moral, trop éthique, trop bonne femme aussi, parce que ça joue un rôle dans les critiques qu'on lui adressera. Et tout ça mêlé aussi d'un pragmatisme qui est son apport propre à ce pacifisme d'une femme, dans en particulier l'organisation, comme elle recherche les fonds, par exemple. Il faut lire ses lettres à Nobel en lui disant, non, ne supplie pas, mais implique que Nobel fasse le chèque. Et le chèque à la bonne société, pas bonne société des amis de la paix, pas à l'autre. Elle est très pragmatique dans ce genre de choses. Il faut aussi lire ses discussions avec Dunant au moment de la conférence de La Haye, où elle reproche indirectement, mais quand même clairement à Dunant, d'humaniser la guerre, de vouloir réglementer la guerre, humaniser la guerre, qui est une certaine façon d'accepter la guerre. J'arrête. Merci beaucoup pour ce beau portrait. Donc, on essaie de comprendre un peu ce qu'il y a dans la tête des pacifistes. Vous nous dites que pour devenir pacifiste, elle a eu aussi l'expérience de la guerre. Michel Vinocq, parlez-nous un peu des pacifistes, s'il vous plaît, des années 20. Ceux-là ont eu aussi l'expérience de la guerre. Et quelle guerre? Comment peut-on encore être pacifiste, enfin d'une certaine manière, ou comment peut-on ne pas l'être, mais comment l'est-on dans les années 20? Le mot pacifisme se réfère en fait à de nombreuses idéologies, à de nombreux comportements assez différents. En 1927, Max Scheler avait fait une typologie des pacifismes et il avait établi 8 types de pacifisme. Je ne vais pas les énumérer, je retiendrai de cette typologie simplement une distinction entre 2 types de pacifisme très différents. Le pacifisme que j'appellerais catégorique, absolu, intégral, celui qui refuse toute espèce de guerre, pour lequel la guerre c'est le mal absolu, et un pacifisme soit de circonstance, un pacifisme politique qui lui peut admettre l'idée de la guerre en vue de la paix. Nous y reviendrons évidemment quand nous parlerons tout à l'heure des années 30. Donc, si on a bien en tête ces 2 types de pacifisme, on peut dire que dans la France des années 1920, c'est le pacifisme catégorique, le pacifisme intégral, qui a sans doute été l'idéologie dominante du peuple français. Et tout d'abord, voyez la littérature. Sans doute, il y a eu quelques romans exaltant la guerre. Je pense à Monterland, je pense à Drieux-La Rochelle, mais enfin, l'immense littérature de guerre est une accusation de la guerre. Qu'il s'agisse de Dorgelès, qu'il s'agisse de Duhamel, Genevoix, Henri Barbus. Donc il y a toute cette littérature très lue, certains romans obtiennent le prix Goncourt, et qui imprègne vraiment la population de cette idée de paix à tout prix, d'autant que, comme vous venez de le dire, on sortait d'une guerre terrible, la France était meurtrie, et le mot c'est « plus jamais ça ». Et ce mot « plus jamais ça », c'est le slogan des anciens combattants. Car la France compte des millions d'anciens combattants, 1 300 000 morts, mais des millions d'anciens combattants qui ont créé des associations
de multiples associations, parfois spécialisées, pour les mutilés, les aveugles, etc. Et puis aussi 2 grandes fédérations, l'Union française des combattants et l'Union nationale française des combattants, qui regroupent chacune d'elles près de 900 000 membres. Donc la France connaît ce phénomène des anciens combattants, et ces associations vont être le véhicule du pacifisme. Et on peut faire une comparaison avec ce qui se passe en Italie et en Allemagne, où au contraire, certaines parties, certaines catégories des anciens combattants ont été véritablement les noyaux durs de l'extrême droite et ensuite du fascisme et du nazisme. Qu'on songe par exemple en Italie aux Arditi qui vont suivre D'Annunzio dans la prise de Fiume, qu'on songe au corps franc en Allemagne, au combat dans la Baltique, etc. Bon, en France, non, nous avons affaire à des associations véritablement pour lesquelles la guerre, c'est le mal absolu. Et du reste, à propos, je faisais allusion là à la genèse du fascisme, et Antoine Prot, dans sa grande thèse sur les anciens combattants, pour lui, ces associations françaises ont contribué pour beaucoup dans la faible pénétration du fascisme en France, parce qu'elles étaient rigoureusement respectueuses des formes démocratiques. Bien, c'est un autre sujet qui est ici abordé. Mais ces associations d'anciens combattants ont compté pour beaucoup dans une politique officielle, et en particulier celle d'Aristide Briand. S'il y a un nom à retenir pour notre sujet et pour la France des années 20, c'est évidemment celui d'Aristide Briand, qui est la figure emblématique de la paix, le pèlerin de la paix, comme on l'appelle. Aristide Briand a été ministre des Affaires étrangères entre 1925 et 1932, on pourrait dire presque en permanence, et c'est lui qui a mené une politique qui se distinguait fortement de celle de Poincaré qui avait mené vis-à-vis de l'Allemagne une politique très dure, avec l'occupation militaire de la Ruhr pour faire payer l'Allemagne, les réparations allemandes. Or, Briand est convaincu que la paix ne durera que par une entente, une réconciliation franco-allemande. Et il a mis tout en œuvre pour précisément réaliser cette réconciliation entre les Français et les Allemands. Il a pu compter du reste sur un ministre des Affaires étrangères allemand, Stresemann, qui, tout en étant assez nationaliste, néanmoins était un homme réaliste et qui a pu s'accorder avec l'esprit d'Aristide Briand. Tous les deux ont présidé d'abord à un grand traité, celui de Locarno, qui a vu l'Allemagne accepter en grande partie donc des conclusions du traité de Versailles qui n'étaient pas admissibles aux yeux des Allemands en général. Et Briand a été pour beaucoup dans l'admission de l'Allemagne à la Société des Nations. Et c'est un grand événement puisque la Société des Nations avait été et restait un grand espoir malgré la défection des États-Unis. Mais le fait que l'Allemagne puisse entrer en 1926 donc dans la Société des Nations, c'est un grand moment. C'est ici que ça se passe, à Genève, et Aristide Briand fait un de ses discours les plus mémorables. J'en cite un petit morceau. « Messieurs, la paix pour l'Allemagne et pour la France, cela veut dire c'en est fini de la série des rencontres douloureuses et sanglantes dont toutes les pages de l'histoire sont tachées. C'en est fini des longs voiles de deuil sur des souffrances qui ne s'apaiseront jamais. Plus de guerre, plus de solutions brutales et sanglantes à nos différends. Certes, ils n'ont pas disparu, mais désormais c'est le juge qui dira le droit.
Comme les individus qui s'en vont régler leurs difficultés devant le magistrat, nous aussi nous réglerons les nôtres par des procédures pacifiques. Arrière, les fusils, les mitrailleuses, les canons. Place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix. Alors ce discours donc prononcé à Genève a été applaudi avec enthousiasme et pendant des années, les années qui suivent, Aristide Briand va créer ce qu'on a pu appeler une véritable mystique de la Société des Nations. C'est un mot qui est assez faux ou inexact, parce que Briand restait néanmoins attaché à la diplomatie traditionnelle, mais enfin il en a été le symbole de cette Société des Nations pendant une demi-douzaine d'années, indiscutablement. En France, il a été attaqué par une droite nationaliste qui lui reproche les concessions qu'il faisait à l'Allemagne, et notamment le fait qu'il a fait retirer les Français occupaient donc la Rhénanie, et dans la clause du traité de Versailles, ça devait durer jusqu'en 1935, et dès 1930, par conséquent, les Français vont quitter la Rhénanie avec 5 ans d'avance. Et il dira « J'estime qu'à défaut d'un rapprochement entre l'Allemagne et la France, il n'y a pas de possibilité de paix durable en Europe. » Enfin, je signalerai un dernier coup d'éclat, si on peut dire, d'Aristide Briand dans cette volonté de paix. C'était un événement assez étonnant, quoique purement symbolique. Ce fut la grande déclaration que Briand a faite avec le secrétaire d'État américain Kellogg, n'est-ce pas, une sorte de mise hors la loi de la guerre. En 1927, en effet, Briand s'est rapproché des États-Unis, qui, eux, avaient une politique isolationniste, et il voulait absolument que, précisément dans le concert européen, la France face à l'Allemagne, il y ait la présence, l'arbitrage des États-Unis. Et il a rencontré, en la personne de Frank Kellogg, un homme très attentif, très passionné même par la volonté, une volonté de paix entre les peuples. Et c'est ainsi qu'un certain traité prévu entre les États-Unis et la France, traité d'arbitrage, et qui prohibait l'usage des armes entre les deux pays, Kellogg a voulu l'étendre à l'ensemble de la planète. Et c'est ainsi que, Briand ayant accepté, le 27 août 1928, 14 pays signent le pacte Briand-Kellogg, que je cite en partie, pour la première fois à la face du monde, dans un acte solennel engageant l'honneur des grandes nations ayant toutes derrière elles un lourd passé de lutte politique, la guerre est répudiée sans réserve en tant qu'instrument de politique nationale. Frappée désormais d'illégalité, elle est soumise au régime conventionnel d'une véritable mise hors la loi. Et ce pacte Briand-Kellogg a été signé par une soixantaine de pays. On avait atteint, je crois, à ce moment-là, vraiment l'acmé du pacifisme diplomatique. Merci Michel Vinocq, merci pour tous ces beaux portraits de pacifistes. Je voudrais quand même qu'on cherche à comprendre un peu maintenant pourquoi autant d'intelligence, autant de construction internationale, autant de volontarisme a autant de fois échoué. Alors on a beaucoup parlé du franco-allemand. Christophe Prochasson, est-ce qu'il y avait de la naïveté chez Jaurès avant 14 ? Pourquoi ont-ils échoué ? Est-ce qu'ils ont cru vraiment trop tôt à l'internationalisme ? Est-ce que Jaurès, par exemple, a surestimé la paix, l'esprit de paix chez ses homologues allemands en 1914 ?
Bien, c'est une vaste question que celle que vous On va soulevez. essayer quand même de répondre. Oui, bien sûr, mais évidemment de façon très rapide. D'abord, il faut rappeler que chez Jaurès, comme chez la plupart des socialistes, l'internationalisme, qui n'est pas du pacifisme, cohabite avec un attachement très affirmé à l'idée de patrie. C'est le propre de la plupart des socialismes européens de faire coexister cela. La deuxième internationale, celle qui est créée en 1889, est d'ailleurs une structure intéressante, puisqu'à l'inverse de la première, celle qu'on appelle l'Association internationale des travailleurs, elle maintient des structures partisanes nationales. Donc il y a déjà ce contexte-là. Par ailleurs, toutes les affirmations communes des socialistes européens n'ont jamais écarté la guerre absolument, en quelque sorte. Est-ce que les socialistes sont pacifistes? Alors, tout revient, vous mettez, si j'ose dire, passez-moi cette expression, les pieds dans le plat. J'espère bien. Pour ma part, je dirais non. Les socialistes ne sont pas des pacifistes, au sens où l'obtention de la paix serait en quelque sorte la clé du reste. La paix est la conséquence de la chute du capitalisme. Les socialistes sont d'abord anticapitalistes. Ils veulent d'abord mettre à bas un système économique et social. Et c'est à partir de ce moment-là que la paix pourra advenir. Au point d'ailleurs que, sur ce point de vue-là, il y a même d'ailleurs, ce que je vous dis là, est même à nuancer, puisque vous me parliez de Jaurès, il y a chez Jaurès, d'ailleurs, à l'endroit du capitalisme, des relations beaucoup plus ambivalentes que cela, puisqu'il y a un vieil héritage de Montesquieu, pourrait-on dire, chez Jaurès. Il y a l'idée du doux commerce, un peu, chez Jaurès. Mais sur la guerre. Mais sur la guerre proprement dite, Jaurès n'a jamais écarté la guerre, voire son grand texte de 1910, L'Armée nouvelle, merci Michel, L'Armée nouvelle, qui est un livre d'ailleurs qui excède bien les questions militaires, mais qui n'est en aucun cas un texte pacifiste. D'une certaine façon, on pourrait d'ailleurs résumer l'Armée nouvelle en le présentant comme un projet de militarisation totale de la société, d'ailleurs en partie calqué sur le modèle suisse. Donc si on prend le pacifisme comme ce que Michel appelait le pacifisme radical, absolu, etc., les socialistes sont très 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 éloignés de cela. Ceux qui pourraient un peu s'en approcher seraient l'extrême, ce qu'on pourrait appeler l'extrême gauche, dans des qualifications un peu rapides, l'extrême gauche du socialisme, ou tout de même un groupe d'acteurs qu'il faut nommer et qui sont d'une certaine façon une sous-famille socialiste, les anarchistes. Michel Vinocq, vous partagez ce diagnostic radical sur les socialistes? Oui, il y a en deux mots, s'il vous plaît. En deux mots, je pense qu'il y a plusieurs courants, on le verra dans les années 30. Il y a quand même eu, après la Première Guerre mondiale, pas avant, oui, mais après la Première Guerre mondiale, certainement une tendance de pacifisme radical. Celle de Paul Fort, celle d'une... C'est la guerre qui a tout changé, là. Ah oui, la guerre a changé les mentalités. Alors il reste qu'en doctrine, ni Marx, du reste, ni les socialistes sont des pacifistes stricto sensu, n'est-ce pas? Puisque la paix, ils la veulent, mais après, comme l'a dit Christophe, après la Révolution, simplement, il y a effectivement la transformation des mentalités avec la Première Guerre mondiale. Et chez les Allemands? Oui. Johann Chapoutot. Juste un mot sur ce qui a été dit sur l'avant 14, voir qu'il est dans le contexte culturel de l'Europe et de l'Occident à l'époque très difficile d'être pacifiste, puisqu'on a un univers, une conception de l'univers social qui est informée par la guerre en fait. C'est le darwinisme social comme doctrine de lecture de la société, lutte de chacun contre chacun. C'est l'importance des sciences naturelles, la paléontologie qui montre la disparition des espèces, les massacres passés, etc. Donc bref, il y a vraiment une anthropologie pour le coup très négative et qui se retrouve ensuite
décliné à plusieurs égards. Mais les socialistes allemands, juste avant 14, la querelle d'Andler, ce qu'Andler, professeur d'allemand à la Sorbonne, reproche à Jaurès en disant au fond, vous êtes trop naïf, les socialistes allemands préféreront la nation à la paix. Il a raison. Il a eu raison in fine avec le vote des crédits en 1914, en août 1914, sachant que ce vote des crédits par le SPD en août 14 est justifié par le fait que l'Allemagne est agressée en août 14. C'est une guerre défensive. Et du point de vue du SPD, c'est une guerre également contre l'impérialisme tsariste, c'est une guerre contre l'autocratie tsariste et contre un impérialisme agressif. Donc, de ce point de vue-là, ils sont en accord avec leur conscience. Ce que j'aimerais ajouter également, et Michel Vinocq l'a bien montré quand il termine avec ce projet de bannissement de la guerre, d'interdiction de la guerre, c'est au fond l'importance de l'idée pacifiste en Europe dans l'entre-deux-guerres. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 30, au moment où les nazis développent une puissante armée, des journalistes étrangers notent que dès qu'il y a une parade qui se présente dans une rue, eh bien, les gens s'égayent et se dispersent et disparaissent. Qu'à Berlin, ils plongent dans le métro assez rapidement pour ne pas voir ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair, et Hitler doit en tenir compte dans sa politique, c'est que les Allemands ne veulent pas la guerre. Ils sont tout aussi peu bellicistes que les Français. La preuve en est que Hitler fait une grande propagande sur la paix, en disant, premièrement, à destination des puissances internationales, je suis le chancelier de la paix, je suis un ancien combattant, comme M. Daladier, je veux la paix, etc. Et deuxièmement, ce que l'on sait un peu moins, c'est que le nazisme a aussi une représentation de la paix à venir. Parce que si les nazis sont des darwinistes sociaux conséquents, qui estiment que tout est guerre partout et tout le temps, ils estiment également que la guerre a un gros désavantage, c'est qu'elle est contre-sélective. C'est un processus de contre-sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que ce sont les meilleurs qui se précipitent au combat et qui tombent les premiers. Et ça, qui est une hémorragie de bon sens, si vous voulez, qui préoccupe bigrement les nazis d'un point de vue démographique. Donc, une grande partie du discours nazi, c'est de dire « nous allons faire la guerre, mais qui sera la der des der », ce sera une guerre biologique et raciale, qui nous libérera de nos ennemis pour toujours. Et ensuite, ce que nous vous proposons, c'est la paix pour les siècles des siècles. Donc il y a véritablement une eschatologie de la paix, ou une eschatologie de l'absence de guerre, de la sortie de l'histoire, qui permettra à la race germanique nordique de vivre enfin sans être accablée par ses ennemis comme elle a été depuis des millénaires, puisque les nazis considèrent que la race germanique est la victime depuis toujours. Donc là, on est tout de même dans le paradoxe, c'est-à-dire les nazis constructeurs de la paix, ce qui est bien différent évidemment de ce qui se passe la paix des dans cimetières. La réalité. La paix des cimetières. C'est eux qui le disent. Oui. Et alors, justement, les nazis interviennent dans l'histoire de l'Europe dans les années 30 et malgré ces slogans vont poser une question radicalement nouvelle aux pacifistes. Je voudrais qu'on revienne vers vous, Christophe Prochasson, avec quelqu'un qui peut nous faire la transition entre le pacifisme de la Première Guerre mondiale et celui des années 30, justement, c'est Romain Rolland. Alors, Romain Rolland est resté pacifiste, contrairement à beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rallié à la paix, il ne s'est pas rallié à la guerre au moment de la déclaration de guerre en 1914. Oui, je voulais juste revenir sur un tout petit point suite à ce que faisait remarquer Yohann Chapoutot. Certes, vous m'avez placé à l'extrême gauche, donc je ne voudrais pas faire mon Mélenchon, mais ce que je veux dire tout de même, et sans être trop andlérien, c'est qu'avant même la guerre de 14, et c'est ce que vise Andler, à l'intérieur de la social-démocratie allemande, il y a en effet une fraction impérialiste et belliciste. Et c'est ça que vise tout de même Andler, et que pour des raisons politiques, Jaurès n'ignore pas, mais veut écarter. Bon, ça c'est un petit point. Alors pour en venir à Romain Rolland, alors là, Romain Rolland, c'est justement un cas très intéressant, parce que s'il y a bien quelqu'un qui incarne la paix dans l'Europe entière, et même dans le monde d'une certaine façon, c'est lui, depuis la publication de son petit recueil de textes, rédigé ici même à partir d'articles dans la Tribune de Genève, au-dessus de la mêlée, qui devient en quelque sorte la Bible. 1914, les premiers textes sont sortis en septembre 14, et puis il y a une première édition fin 14 et une deuxième édition
en 15. Et puis après, le texte a tout un destin. Et en fait, lorsqu'on regarde, lorsqu'on relit ce texte souvent cité, mais peu lu, on n'a pas affaire à un texte qui relèverait de ce pacifisme radical, c'est-à-dire de cette paix absolue voulue en toutes circonstances, et qui surgira en revanche dans la période de Michel, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien ce qu'on va appeler les néo-socialistes qui, à tout prix, Paul Faure et quelques autres, à tout prix ne veulent plus de la guerre, quel qu'en soit le coût. Chez Romain Rolland, ce n'est absolument pas le cas dans Au-dessus de la mêlée. Il a choisi son camp. Il choisit son camp, qui est le camp des Alliés. Il le dit explicitement. Ce qui le bouleverse, c'est au fond, on pourrait dire l'assassinat de l'Europe, le meurtre de deux civilisations. D'ailleurs, dans le cadre d'une perspective assez intéressante, c'est qu'au fond, c'est plutôt la culture que les hommes qui l'intéressent dans cette affaire. Et puis, après, on ne peut pas dire non plus que ce soit quelqu'un qui écarte la guerre de tous les horizons politiques. D'ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, face à l'Allemagne nazie, il saura prendre ses responsabilités. Donc là encore, on n'a pas du tout la figure que vous cherchez un petit peu, Valérie Henin, de l'idiot utile. Non, je ne cherche pas l'idiot utile, je cherche le pacifiste qui ne se rallie pas à la guerre en 14. Oui, vous dites dans votre article de l'histoire que la plupart d'entre eux, la plupart des pacifistes en 14 se sont ralliés à l'Union sacrée. Sauf qu'il est difficile de qualifier Romain Rolland avant Au-dessus de la mêlée comme un pacifiste. C'est un passionné de l'Allemagne. Hein, c'est Jean-Christophe qui est l'histoire, Jean-Christophe Kraft, de ce musicien allemand. Il a une passion pour l'Allemagne, comme il a une passion d'ailleurs pour un certain nombre d'autres cultures étrangères. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait du pacifisme une doctrine ou même une préoccupation. Théoricien du pacifisme. Oui, et ce n'est même pas quelqu'un qui se préoccupe de cela. Il n'est pas un combattant de la paix, pas du tout. Mais c'est face au fait, en quelque sorte, de la guerre qu'il va publier ce texte. Et ça n'en fera jamais, à mon avis, jamais un pacifisme doctrinal. C'est un pacifiste de cœur et de raison. Alors, dans les années 30, Michel Vinocq, reprenons Romain Rolland dans les années 30 et peut-être face à ce qui est le déshonneur des pacifistes. Au fond, on les voit en 14 choisir souvent, le plus souvent, la nation plutôt que la paix dans le cadre d'une union sacrée. Bon, voilà, ils se sont fracassés contre la guerre. Dans les années 30, la tragédie munichoise dont vous parlez dans votre article de l'histoire, c'est bien pire encore, puisque on choisit la paix face à Hitler, c'est-à-dire dans une situation de déshonneur. Est-ce que Romain Rolland peut nous faire la transition que nous en dites-vous? Eh bien, l'évolution, oui, de Romain Rolland est tout à fait représentative du caractère tragique du pacifisme face à Hitler. Et lui va en sortir, mais pas tout de suite. Comme bien d'autres, comme Léon Blum, comme bien d'autres hommes de gauche, profondément pacifistes, et qui à un moment donné vont dire on ne peut plus accepter tout cela. Je vous livre un petit texte là, de Romain Rolland, vers 1935-36. Il écrit quelque chose qui paraît, quand on sait la suite de l'histoire évidemment, absurde, mais qui était très représentatif, très caractéristique de ce que pensaient beaucoup de Français et beaucoup de gens de gauche. Nul plus que nous n'est conscient du danger que constitue pour la France, pour le monde, la dictature hitlérienne. Nul plus que nous ne veut sa ruine, mais précisément pour cela, nous ne voulons point que la France, que l'Europe, se laisse tomber dans le piège de la guerre qui lui est tendu par les éternels aventuriers nationalistes et les profiteurs internationaux. La guerre ne peut que servir à la dictature hitlérienne en faisant autour d'elle la concentration forcée de la nation contre l'étranger. Et il conclut en disant « c'est la paix qui est mortelle pour l'hitlérisme ». Alors, ça, il écrit cela en 1935-1936, Hitler est déjà au pouvoir depuis 1933,
En 1935, déjà, il a décidé le mot m'échappe, de le réarmement allemand avec le service militaire obligatoire. Et à partir de 1936, l'Allemagne nazie va aider puissamment les franquistes en Espagne. Et puis ensuite, nous aurons évidemment la suite des conquêtes, l'Anschluss, les Sudètes, etc. Que pouvaient faire les pacifistes face à Hitler? Voilà, justement, c'est la question. Et ils vont être profondément divisés. Entre ceux, alors on peut prendre un lieu spécifique, intéressant, représentatif, qui est le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Celui-ci avait été créé en 1934, en février 1934, et avait, comme son nom l'indique, pour but, évidemment, la lutte contre le fascisme en France en particulier. Or, lorsque Hitler commence ses conquêtes, par conséquent, avec l'absolution donnée par la France et l'Angleterre, les pacifistes vont véritablement se diviser entre ceux qui vont rester fidèles, absolument fidèles à ce qu'écrivait Romain Rolland en 1935 encore, et puis ceux qui vont être conscients que rien ne peut arrêter Hitler que de faire face à lui, de lui montrer sa force, et par conséquent de pratiquer le réarmement. Ce réarmement va être décidé, du reste, un peu la mort dans l'âme, si on peut dire, par Léon Blum à l'automne 1936, pendant le Front populaire. Et c'est un geste qui n'est pas compris par sa gauche ou une partie de sa gauche, parce que les communistes qui participent au Front populaire, eux, sont au contraire dans la politique, dans la diplomatie stalinienne, tout à fait décidés à réarmer la France. Donc, il y a cette division, et le comité en question des intellectuels antifascistes va se briser complètement au moment de Munich, de la conférence de Munich, au cours de laquelle, par conséquent, les représentants de la France et de l'Angleterre, devant Mussolini, vont accepter pratiquement toutes les conditions que Hitler imposait à la Tchécoslovaquie. Et c'est un drame terrible pour cette gauche, pour ces pacifistes, disons. Par exemple, au Parti socialiste, là je parlais des intellectuels, au Parti socialiste, on va voir la même division entre ceux qui, derrière Paul Fort, vont défendre la paix à tout prix, et puis ceux qui, comme Léon Blum et d'autres, vont au contraire juger qu'il faut faire face à Hitler, qu'il faut peut-être risquer la guerre pour avoir la paix. Alors on en revient à ce... Alors Romain Rolland, pour finir, je dirais simplement qu'il a véritablement évolué. Il déclare en 1938, donc juste quand il apprend la capitulation de Munich, il appellera Munich un Sedan diplomatique. Et donc ce pacifisme a désormais une conviction, c'est qu'il faut arrêter Hitler à tout prix, et certainement pas par la paix, comme il le disait 4 ans auparavant. Oui, alors on citera aussi la belle formule tragique de Léon Blum après Munich, quelque temps après Munich, le lâche soulagement. C'était un peu avant. Un peu avant Munich, pardon. Le lâche soulagement, c'est-à-dire évidemment la tragédie du pacifisme traditionnel, du reste, l'amoureux de la paix. Le mot reste bon parce que lui-même, avec les socialistes, ont ratifié à la Chambre les accords de Munich. Et il n'y a eu qu'un seul socialiste pour être contre. Il s'appelait Bouet, personne ne le connaît. Il y en a eu un. Et tous les autres par discipline de vote, n'est-ce pas? Et Léon Blum, qui était la mort dans l'âme, n'est-ce pas? Il a voté, il a ratifié les accords de Munich. Alors Munich, au fond, est une telle tragédie que ça semble avoir disqualifié d'une certaine manière le pacifisme. On n'y croit plus, ou au moins on ne croit plus qu'il peut être efficace. On croit même que dans certains cas, il peut être déshonorant.
Alors, nous faudra quand même quelques minutes pour vous laisser la parole, je voudrais qu'en 2 minutes chacun, vous nous disiez si, après ces expériences terribles du XXe siècle et ces désillusions successives, vous pensez qu'on peut encore être pacifiste aujourd'hui et de quelle manière? Quelles sont les leçons de l'histoire? Quelles sont celles qu'on peut tirer? Qui veut commencer? Christophe Prochasson? Non? Oui. Johan Chapoutot. Oui. Moi, je ne vais pas répondre à la question. Je vais revenir un peu sur 2 minutes, deux ou trois choses. Oui. En 1931, en décembre 1931, le journal, enfin l'hebdomadaire américain Time, fait de Pierre Laval l'homme de l'année. Pierre Laval, président du Conseil français, homme de l'année. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec son ministre des Affaires étrangères Aristide Briand, dont il est un disciple, avant d'évoluer vers d'autres horizons. Pierre Laval fait un voyage à Berlin, premier voyage d'un chef de gouvernement à Berlin avec son ministre des Affaires étrangères après la Grande Guerre, et puis le premier voyage, après tout, depuis 1871 même. Donc ça, c'est important. Ça nous montre que un hebdomadaire américain, qui n'est pas précisément à gauche, plutôt réaliste, croit à l'idée de paix. Donc cette paix, à la fin des années 20, au début des années 30, est un objet de foi fervente et d'adhésion collective. Or, la paix comme le pacifisme ont une hypothèque sur eux qui est la fin de l'histoire que nous connaissons évidemment, qui est effectivement Munich et puis ensuite 1939-1940. Et au fond, il en va du pacifisme comme de la République de Weimar. Ce sont des objets que nous lisons a posteriori comme étant condamnés à la naissance, si vous voulez, parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Or ça, c'est un très grave problème pour l'historien, c'est un anachronisme, parce que en faisant ainsi, on procède par téléologie, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire à partir de la fin que nous connaissons. Or, notre travail, c'est de nous mettre dans la peau des contemporains pour voir le monde avec son univers des possibles totalement déployé, des yeux même des contemporains. Donc le pacifisme, dont certains peuvent dire qu'il n'est pas un objet d'histoire, parce que l'histoire, c'est le bruit, la fureur, l'histoire, c'est la guerre, l'histoire, c'est l'événement, alors que le pacifisme, ce sont des petits messieurs barbichus à lunettes, gris. Et des petites dames. Voilà, et des petites dames, mais beaucoup de messieurs surtout, quelques chignons, mais beaucoup de barbiches, qui, au fond, n'offrent pas ce relief que l'historien, l'ogre historien, comme disait Marc Bloch, aime à étudier. Or, le pacifisme est un magnifique objet d'histoire, premièrement parce que c'est un phénomène humain important qui relève de l'intellectualité, qui relève de la construction intellectuelle, juridique et philosophique, mais qui relève également de la foi, de l'adhésion du type de la croyance. Donc c'est un phénomène humain important dont on a montré dans le long terme la prégnance. Et par ailleurs, méthodologiquement, c'est un phénomène historique d'école, si vous voulez, un peu comme la République de Weimar. Ne pas lire les choses par leur fin et prendre les contemporains au sérieux. Donc c'est un plaidoyer pour ce qui se développe en ce moment, historiographiquement, que l'on appelle les peace studies, sur le modèle et le contre-modèle, si vous voulez, des war studies. Les peace studies sont un domaine en pleine expansion. L'arbitrage international, les congrès de paix, le pacifisme, le droit humanitaire international, tout cela se développe et l'on voit même des spécialistes de la guerre peu à peu verser vers l'étude de la paix. Mais comme spécialiste de l'histoire de la paix, Jean-Michel Guilleux, que vous pourrez écouter demain par exemple, est un des pionniers en France de ces peace studies qui se développent à juste titre dans l'historiographie. Merci. Marie-Claire Houck de Marle, diriez-vous qu'on peut encore être pacifiste aujourd'hui, en 1 minute et demie? Répondre en 1 minute et demie à une telle question me paraît presque impossible. Tout de même, oui. Mais disons que je ferai plutôt un constat, après vous avoir entendu, après avoir donc beaucoup examiné les propositions de Bertha von Suttner. Bon, elle appartient véritablement au passé, je le reconnais. Il me semble qu'on est toujours devant une aporie qui est, on est entre conclure la paix et construire la paix. Et finalement, je ne suis pas sûre qu'on ait trouvé la solution pour en finir avec ce paradoxe. On a parlé tout à l'heure de Sedan politique à propos du pacifisme, justement, enfin à propos des accords de Munich. On voit bien que le terme de paix est encore aujourd'hui beaucoup employé dans son terme
dans son sens politique, traiter de paix, conclure la paix, alors que Bertha von Suttner a proposé de construire non seulement la paix, mais de construire un ordre de paix permanent. Son idée était, par tout un système de politique d'arbitrage, de constituer un monde en paix et non pas un monde en quelque sorte scandé par des paix qui étaient toujours remises en question. Merci. Christophe Prochasson, peut-on être pacifiste aujourd'hui et comment? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oui. Oui. Comment? Non, plus sérieusement, je pense que derrière cette question, il y a une grande question de philosophie politique qui est la place des utopies dans les sociétés. Et il est évident que ce n'est pas parce que les utopies sont ruinées par des expériences historiques qu'elles ne doivent pas être réanimées. Donc j'aurais envie de parler très longuement sur cette question, mais peut-être que la façon de recouvrer l'idée de paix, le pacifisme, ce serait de réarmer le projet européen. Voilà un programme. Michel Vinocq. Donc, moi, je suis partagé entre deux convictions. La première, c'est que, bon, elle a été très bien exprimée par Léon Blum à l'échelle humaine. Blum, qui avait vécu justement cette évolution du pacifisme à la fermeté face à Hitler, et qui a dit, entre autres, cette phrase « On ne pouvait pas sauver la paix sans être résolu à mourir pour elle ». C'est-à-dire que dans certaines conditions, dans certaines circonstances, on peut risquer, on doit risquer la guerre, ne pas la vouloir, mais la risquer pour éviter le pire, pour éviter la paix. Bon, ça, c'est une idée que je crois, une réflexion de Blum qui reste importante. Mais alors, sur aujourd'hui, bon, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, me semble-t-il. C'est la construction de l'Europe qui prouve déjà que l'idée de la paix, l'idée du pacifisme n'est pas absurde. Car rappelons-nous oui, qu'au départ, à l'origine de l'Union européenne, il y a cette idée d'en finir avec les guerres millénaires qui ont ravagé le continent. Et que l'Union européenne est déjà une étape, si on veut, n'est-ce pas, entre des nations qui ont bien du mal à s'entendre, mais qui ne se font plus la guerre entre elles. Et deuxièmement, l'ONU quand même. Ça, je crois qu'on doit placer des espoirs dans l'ONU, une exigence dans l'ONU, et la fin de la guerre froide, la fin des deux blocs, a permis déjà un certain nombre de résultats de l'ONU qu'il faut encourager. Moi, je crois que c'est à travers l'ONU qu'il faut véritablement espérer, non pas la paix définitive, ça je n'y crois guère, même sans être la Bruyère, mais en tout cas l'atténuation des conflits et le règlement des conflits. Et la construction de la sécurité collective, au fond, quitte Exactement. à le faire par des soldats, comme le fait les soldats de la paix, puisque Jean-Michel Gahenno rappelle dans le numéro de l'Histoire. Si vous me permettez, ça sera que ce sont pour l'ONU des soldats pour construire la paix. Oui, vous vouliez bon, d'accord, je croyais que vous... Bon, non, c'est pour vous montrer l'ambivalence de l'opinion. L'ambivalence de l'opinion. En 1991, on demande aux Français par sondage, n'est-ce pas, s'ils sont d'accord avec la formule « pas de guerre pour aucune cause, même juste ». En 91, résultat, 80% disent d'accord avec cette formule. Quelques mois plus tard, la guerre du Golfe. Sondage, approuvez-vous la participation de la France au combat contre l'Irak? Ensemble des Français approuvent 65%. Bon, drôle de conclusion. On vous laisse quand même la parole. Pardon de l'avoir un petit peu grignoté. S'il vous plaît, vous posez vraiment des questions courtes. On en prend 3 ou 4 et on y répond en bloc. Monsieur ? Bon, alors merci pour cette table ronde. J'ai juste une petite question. Est-ce que dans l'autre-guerre, il y a des mouvements de droite, ou du moins qu'on peut qualifier comme tels, qui se réclament comme étant pacifistes?
Alors, est-ce qu'il y a les mouvements de droite? On prend une autre question, peut-être qu'elles vont se recouper, monsieur. En dehors de l'Europe, y a-t-il des pacifistes? Ah, en dehors de l'Europe. Une autre question? Oui, monsieur? Vous avez beaucoup parlé des conflits entre nations dans les années 20 et 30, mais comment on articule les notions que vous avez abordées avec les questions de guerre d'indépendance et de lutte pour l'indépendance? Et finalement, quand une nation, par exemple la nation algérienne, est dominée par une autre que la nation française, même s'il n'y a pas de guerre, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une situation de paix? D'accord. Pas de guerre, c'est allez, la guerre. une encore et on essaie de répondre. Vous allez... Oui, monsieur? Vous en prenez une chacun? Oui, merci beaucoup. Parce que le pacifisme, l'internationalisme, Jean Jaurès, mais cette époque-là, on cherchait une espèce de network mondial. Ma question, enfin, la guerre froide, la coexistence pacifique, c'était un slogan alors, par ce rideau de fer. Mais ma question, est-ce que le pacifisme, le pacifiste, c'est du slogan, ça a été du slogan. C'était le slogan dans le bloc Est ou peut-être le slogan officiel de l'Organisation des Nations Unies. Merci. Alors, peut-être on va répondre. Qui veut répondre? Dites lesquels. Alors, est-ce qu'il y a des pacifistes de droite? Oui, moi je veux bien. Alors, il y a deux sortes de pacifisme de droite, si l'on veut. Dans la typologie de Max Scheler, notamment, il insistait sur, enfin, il distinguait un pacifisme chrétien. Alors, vous me direz, les chrétiens ne sont pas forcément de droite. Si, la sociologie électorale montre quand même que dans un pays comme la France, il y a une corrélation entre la pratique religieuse et le pacifisme. Bon, il y a cet aspect-là qui est culturel, théologique, pourrait-on dire. Mais il y a eu aussi un pacifisme de circonstances très particulier de la droite dans les années 30, qu'on a appelé le néo-pacifisme. C'était des forces politiques qui redoutaient par-dessus tout une guerre avec Hitler, parce que l'Allemagne nazie représentait le rempart face à l'Union soviétique et à la révolution communiste en France. Et de cela, il y a des journaux comme Gringoire, comme Candide, Je suis partout, etc. Plutôt nazis que morts. Qui ont été des on peut dire, pacifistes, des nationalistes pacifistes, ce qui est évidemment un peu contradictoire dans les termes. Johan Chapoutot, est-ce qu'il y a des pacifistes hors d'Europe? Oui, question importante, mais question cum grano salis, hein, comme on dit, puisqu'il y a un subtexte dans votre question qui est « nous n'avons pas parlé d'autre chose que de l'Europe ». C'est vrai, c'est une table ronde très européocentrée, c'est juste, et puis bon, cela dit, en 1h30, on ne peut pas traiter de tout. Alors la réponse est évidemment oui. Wilson, le grand qui crée la SDN, en fait, hein, avec les protocoles de Versailles, et qui, dans une vie antérieure, avant d'être homme politique et président des États-Unis, est professeur de sciences politiques à Princeton et spécialiste de l'œuvre de Kant. Donc là, on voit quand même une filiation intellectuelle et politique très importante. On pense à Gandhi, on pense à tous les mouvements de non-violence. Donc oui, il y a des pacifistes en dehors de l'Europe. Et oui, nous avons été trop européocentrés aujourd'hui. Marie-Claire Houck-de-Marle, sur la coexistence pacifique, peut-être? Sur la question qui a été posée à propos de la coexistence... Ça va ? Oui, allez-y, pardon. C'est le micro. À propos de la coexistence pacifique, pour rappeler, je suis toujours avec ma Bertha von Suttner, mais que son idée fondamentale, c'était une politique d'arbitrage dont elle a d'ailleurs discuté avec, et d'arbitrage international dont elle a discuté d'ailleurs avec Theodore Roosevelt, parce qu'elle a fait des voyages aux États-Unis, elle s'est invitée chez Theodore Roosevelt et ils ont discuté de cette politique d'arbitrage que Theodore Roosevelt d'ailleurs mettra timidement en marche à partir du début du siècle. Donc là, il y a une ébauche qui n'a
pas grand-chose à voir avec le problème qui se pose aujourd'hui, de possibilité de construction d'une coexistence pacifique par le biais de traités d'arbitrage, d'une politique d'arbitrage. D'ailleurs, elle a aidé à créer la Cour permanente d'arbitrage de La Haye qui existe encore aujourd'hui et qui permettait justement d'anticiper les conflits à la source en amont. Merci. Christophe Rochasson sur les nations. Oui, rapidement, évidemment, ce serait donner un sens, si on parle de paix, ce serait aussi donner un sens à guerre qui pourrait être très extensif. On pourrait dire que toute logique de domination conduit en effet à des guerres plus ou moins à bas bruit. On pourrait dire que l'état social, d'ailleurs ça a été théorisé, comme vous le savez, par de grands philosophes, est un état de guerre d'une certaine façon. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait par hasard, nous faisions allusion à Nobel et à cette dynamite, que les anarchistes ont été pacifistes, pourtant, ont été des grands pratiquants, si j'ose dire, de la dynamite. Moi, je répondrais de façon peut-être plus nuancée. La guerre répond tout de même à une définition juridique assez précise, et je pense que la situation à laquelle vous faites allusion, qui est une situation évidemment éminemment conflictuelle, relève sans doute d'une logique sensiblement différente. En tout cas, pour y répondre historiquement, les pacifistes dont nous avons parlé, c'est le moins qu'on puisse dire, n'ont pas tous été anticolonialistes. La guerre d'Algérie, peut-être? Oui. La guerre d'Algérie. Oui, alors, c'était avant la guerre d'Algérie, mais oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, avant la guerre. C'était un peu les deux. Dans ma question, il y avait le fait qu'on avait parlé beaucoup de conflits entre deux États-nations et pas des conflits coloniaux ou des conflits d'indépendance. Comment les pacifistes pouvaient s'étaient positionnés? Oui, donc c'était... Oui. Vous avez beaucoup de pacifistes qui ont été de parfaits colonialistes. Voilà une des nombreuses conclusions pessimistes de ce débat, mais enfin, il y a eu quand même, je crois, quelques propositions de construction de sécurité collective. On n'a pas peut-être suffisamment parlé des femmes, hein. On pourrait revenir un jour sur les rapports entre féminisme et pacifisme, même si on a parlé de Lysistrata tout de même, et de Bertha. Oui, madame, la dernière, je crois que 30 secondes. Aristophane, Lysistrata. Est-ce que alors j'ai vu que pacifiste, c'était plutôt utilisé au niveau masculin. C'était peut-être pour le mettre en comparaison avec l'aspect guerrier. Mais est-ce que ça a un rapport avec le statut de la femme dans la société, le fait qu'on est dans une société patriarcale? Et puis, dans une société patriarcale, elle est fondée sur le pouvoir. Donc, chez les Romains, c'était le père qui avait droit de vie et de mort sur ses enfants et aussi sur toute la famille. Alors, je voulais savoir, est-ce que le rôle de la femme, en fait, on est dans une société qui est en train de se détruire, avec le rapport de force, est-ce que justement, c'est parce qu'on a quelque part exclu du monde l'entité féminine, enfin, la nature, etc. Il n'y a pas une complémentarité qui ferait qu'on ne rentrerait plus dans le conflit, mais plutôt dans... Merci. Marie-Claire et Johan, oui. Il y a eu un essai de réflexion sur ce problème que vous venez d'évoquer. En 1915, Bertha est morte, la guerre s'est déclenchée et les femmes, en 1915, font un grand congrès en Suisse d'ailleurs, à Bâle et à Zurich. Et c'est là que naîtra, dans une frange un peu marginale de ces femmes, qui représentent d'ailleurs l'ensemble du monde, pas seulement les États européens, la notion de ce qu'on appelle en allemand der weibliche Pazifismus, c'est-à-dire le pacifisme féminin, avec cette formule de Linda Heinemann, que l'instinct féminin et le pacifisme, c'est la même chose. Enfin, la formule, je la résume un peu, avec cet inconvénient quand même de créer
des catégories, des principes. Il y aurait le principe de vie qui est celui des femmes, donc opposé à la guerre qui est la mort, et opposé au principe de puissance et de mort qui est le domaine des hommes, enfin le principe des hommes. Malheureusement, d'ailleurs ça n'a pas eu beaucoup de succès, malheureusement ces deux principes, on les trouve chez qui? Chez Otto Weininger, ce qui est quand même un peu paradoxal, qui est un misogyne bien connu, ce qui est quand même assez paradoxal. Il y a eu cet essai, mais sans grande conséquence. Oui, pour revenir sur votre question, il y a un a priori ou un postulat à votre question qui est qu'il y aurait une essence féminine qui serait plus favorable à la paix, et donc un rôle social des femmes plus favorable à la paix. Il faut revenir sur Lysistrata d'Aristophane et montrer et redire que c'est une comédie, et c'est une comédie qui se moque des femmes aussi. Dans cette, certes, il y a un plaidoyer pour la paix, mais il y a aussi une satire de ces femmes qui sortent de leur rôle qui est celui du gynécée, qui est celui de l'espace privé, pour envahir l'espace public et prétendre diriger les affaires de la cité. Donc là, on a très clairement une pensée essentialiste en Grèce, qui enferme les gens dans une essence, dans une nature, dont on ne sort pas, les femmes au foyer et les hommes dans la cité. Il me semble que poser la question en termes de complémentarité de genre contribue à entretenir un peu ces stéréotypes-là. Les anciens étaient bien payés pour savoir que les femmes n'étaient pas toujours pacifistes. Il y avait les Amazones pour les Grecs dans la mythologie, et pas que la mythologie selon eux. Et puis ensuite pour les Romains, il y a Boadicée qui leur a donné quand même du fil à retordre. Un mot ? À une philosophie, c'est-à-dire par exemple la complémentarité comme dans le Tao par exemple, et aussi le fait que la femme, du fait de son rôle, elle est obligée à développer la communication. Donc en général, on dit que les femmes communiquent mieux que les hommes, qu'elles communiquent mieux que les hommes. Ah oui. Oui. Vous le dites. Parce que, c'est un plaidoyer pro domo. On va admettre que pour communiquer, il faut être deux, et on va plaider que pour construire la paix, il vaudrait mieux peut-être, étant donné la difficulté, que les hommes et les femmes s'y mettent tous ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il faut conclure.